Tout de suite, on passe d'abord la chronique du jeudi. C'est avec Caroline Alix. C'est parti. Et elle va parler justement de notre problème qui est récurrent en Guadeloupe. Surtout, c'est le problème des litiges entre propriétaires et locataires. On regarde. Caroline, bonjour. Bonjour Danick. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler des conflits entre les propriétaires et les locataires. Alors, première question toute simple. Pourquoi les relations entre le bailleur et le locataire sont souvent conflictuelles? Eh bien, souvent, le bailleur, lui, ce qui l'intéresse, c'est de toucher ses loyers sans trop faire de dépenses pour rentabiliser un investissement. Et le locataire, lui, il veut son confort, mais il n'est pas toujours très soigneux parce que de toute façon, il ne va pas rester. Et quel type de contrat on peut aborder aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je voudrais écarter le bail commercial, qui est une réglementation très particulière qui mériterait un sujet à part entière, pour me concentrer plus sur les baux réglementés dans le Code civil. Ouais. Et donc on va parler donc de ces conflits. Et il y a un mot particulier, c'est le démembrement. Alors oui, les relations entre locataires et propriétaires sont en conflit puisqu'ils ont tous les deux autant de droits sur le même bien et en fait ils ont chacun des droits particuliers liés à un démembrement de propriété. Alors qu'est-ce que c'est ce démembrement? Alors en droit, on a l'habitude de dire que d'un côté il y a l'usus et le fructus, c'est-à-dire le droit d'occuper le bien, d'en jouir et de toucher ses loyers avec l'autorisation du propriétaire dans des sous-locations. Ou de l'autre côté du propriétaire, c'est l'abusus, c'est le droit de disposer du bien, de le vendre et d'en faire un peu ce qu'on veut. Et quand on détache l'usus, le fructus de l'abusus, eh ben chacun s'empare d'une partie des droits et se croit un peu tout permis sur le même bien et ça crée énormément de conflits. Et il faut bien sûr une réglementation. Alors, quels sont les problèmes les plus répandus en pratique du côté du locataire? Alors, le droit essaye au maximum, les contrats particuliers dans cette matière essayent au maximum de régler toutes les hypothèses pour éviter les conflits, mais ça ne marche pas toujours. Et alors, sur le terrain, il y a des notions qui sont juridiques, mais en fait tellement larges en termes d'interprétation par les magistrats que on se retrouve dans des situations ubuesques à plus vraiment savoir quoi faire. Alors c'est notamment le cas du logement décent. C'est quoi un logement décent? Alors c'est très bien décrit dans les textes, mais pour autant il y a toujours une marge d'appréciation qui fait que le propriétaire va peut-être considérer que ça suffit comme ça, c'est très bien, mais le locataire, lui, il va vouloir pousser les manettes un peu plus loin parce que c'est son confort qui est en jeu. Il y a également des problèmes de locataires protégés. On va dire, à partir d'un certain âge, on n'est pas expulsable. C'est pas vrai. Oui. À tous les âges, on est expulsable, même à 65 ans, sauf que la différence, c'est que le bailleur, dans ce cas-là, doit faire son possible pour reloger le locataire dans les mêmes conditions que celles qu'il avait. Okay. Et il y a un autre litige du côté locataire, c'est les dépôts de garantie à récupérer. Alors on a vu du côté du locataire, mais alors du côté du propriétaire, quels sont les droits? Le propriétaire, lui, bien souvent, il souffre de ne pas pouvoir toucher ses loyers en temps et en heure. Oui, oui. Et puis, quand un locataire indélicat fait appel aux institutions telles que l'Agence régionale de la santé ou le CCAS pour faire des enquêtes sur l'état du logement, eh bien, ça peut entraîner des suspensions de loyer le temps de faire des travaux. Alors, tu disais tout à l'heure que 65 ans, on peut encore expulser, mais qu'est-ce qui peut faire obstacle à l'expulsion? Alors, ce qui est compliqué pour expulser un locataire quand on est propriétaire, c'est qu'on commence par devoir aller chez l'huissier. Oui. Sinon, l'action est irrecevable. L'huissier va délivrer ce qui s'appelle un commandement de payer dans un délai de 2 mois. Donc, on commence par attendre 2 mois. 2 mois, ouais. Après seulement l'écoulement de ce délai, on est recevable à agir en justice. Il faut saisir le pôle de proximité du tribunal judiciaire pour pouvoir continuer la procédure. Cette procédure va être longue avec des audiencements à 3 mois, 2 mois et des échanges de conclusions entre avocats.
pour que, à la fin, le juge peut-être décide d'octroyer des délais de paiement au locataire parce qu'il va considérer qu'il y avait un contexte exceptionnel qui a fait qu'il n'a pas pu payer. Et au final, l'action en expulsion, eh bien, elle peut échouer. Sans compter les risques d'appel et de saisine du premier président de la cour d'appel pour suspendre l'exécution provisoire. Donc, quand on est propriétaire avec des locataires indélicats, on sait que c'est compliqué. Alors, l'autre question, c'est est-ce qu'on peut obliger, contraindre un propriétaire à faire des aménagements, des modifications, des travaux d'un logement pour le rendre décent? Eh bien, la réglementation est très favorable aux locataires qui vivent dans des conditions difficiles. Dès que c'est caractérisé par un rapport du CCS ou de l'ARS, le préfet peut rendre un arrêté d'insalubrité et lui-même décider une suspension des loyers sans avoir à saisir un tribunal. Alors, dernier point à regarder, c'est le bail professionnel. C'est un autre cadre juridique, ça. Ben, en fait, j'ai voulu parler avec toi d'une médiation qui s'était plutôt bien passée, contre toute attente. Voilà, donc je voulais partager avec vous ce cas. Oui, le cas des magiciens. Le cas des magiciens et des scientifiques. Et combien de personnes ont été impliquées dans cette médiation? Alors, c'était un groupe assez large, il y avait plus de 6 personnes concernées. Et donc, ils se battaient pendant le Covid, ces 6 professionnels, profession libérale, ils se battaient pendant le Covid parce que certains ne voulaient pas que les patients des autres accèdent aux toilettes. Il y avait un contrôle total des microbes. Il fallait nettoyer. Il ne fallait pas qu'il y ait de salle d'attente non plus à l'intérieur. Il fallait que les gens attendent sur le parking dans le froid. C'est en métropole, en plein hiver, dans les voitures. Donc, sur ce conflit, Pascal, qui était kiné, me dit ça va trop loin, c'est n'importe quoi. Il n'est pas question que ma clientèle attende dans des voitures sur le parking. Il va falloir qu'on s'arrange. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça que la médiation a commencé. Ouais. Et finalement, qui était le fautif dans l'affaire? Le fautif, c'était une personne absente du groupe. Et oui, parce que finalement, je n'ai rencontré que les locataires de cet immeuble, les professionnels en place. Et le responsable, c'était le bailleur. Pourquoi? Parce que lorsqu'il avait recruté 2 personnes qui exerçaient plutôt dans le domaine médical, à savoir un kiné et un ostéopathe, ces 2 personnes-là pensaient pas finir d'exercer à côté de gens qui faisaient de l'art-thérapie, de la sophrologie, de l'hypnose. Il y avait un problème d'image vis-à-vis de la clientèle et d'être associé à des thérapies un peu alternatives, ça leur convenait pas du tout. Et ils ont fini par se cristalliser dans des conflits de groupe où, eh bien, Adèle, dès qu'un local se libérait, faisait en sorte de remplir les équipes et son camp. Ce qui fait que finalement, les scientifiques qui étaient plus dans le domaine médical se sont trouvés un peu renversés et ils n'arrivaient plus à se parler. Alors, dans ce genre de situation, comment le médiateur agit-il pour régler le conflit? Il n'y a qu'une seule recette que je connaisse, c'est la sincérité, la loyauté, la vérité. Dès lors qu'on rentre dans le dur de ces problématiques d'image et d'image vis-à-vis du public, franchement, en disant, bon, c'est pas très valorisant d'exercer à côté des gens qui font de l'art-thérapie ou de l'hypnose parce que c'est pas palpable, pour des scientifiques, c'est délicat. Dès lors qu'on a posé ce principe, eh bien, c'est un des locataires qui a dit devant tout le monde, mais c'était le propriétaire qui nous avait dit qu'il ferait en sorte de créer un centre médical et ça se transforme en activité de loisir et c'était pas du tout l'esprit au départ et on les comprend. Et en fait tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'effectivement c'est pas logique. Voilà. Et ils ont réussi à s'entendre, à mettre en place des méthodes de fonctionnement en interne, à se reparler surtout. Et voilà, donc comme le responsable était extérieur au local, ça a permis d'apaiser les choses. Alors, pour conclure, pour terminer, comment on peut faire la différence entre une relation toxique et une relation perverse? C'est très important quand on aborde le conflit de faire cette différence parce que dans la relation perverse, il y a un déni d'altérité, c'est-à-dire que l'autre, il n'y a aucune considération pour lui, il n'existe pas, il est transparent, insignifiant, on y est totalement indifférent. Alors qu'une relation toxique, on va pouvoir avoir un minimum de reconnaissance pour la difficulté de l'autre et on va pouvoir réussir à changer son angle de vue pour pouvoir se retrouver dans un espace supportable. Merci Madame la médiatrice. On se retrouve dans une quinzaine de jours. Merci. Voilà, on continue.